Je commence en précisant que de mon côté, je me joins à vous à partir de nos bureaux, les bureaux d'Amnesty International Canada francophone à Tiohtià:ke, territoire autochtone non cédé où la nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme gardienne des terres et des eaux. C'est important de reconnaître le territoire où nous sommes situés, particulièrement dans un contexte de discussion sur l'immigration, puisque l'immigration est un des éléments de base du projet colonial du Canada qui a vu les peuples autochtones dépossédés de leurs terres et de leurs moyens de subsistance. Et je nous rappelle d'ailleurs que nous avons chacun et chacune, à défaut d'être autochtones nous-mêmes, une histoire d'immigration dans notre présent ou notre passé. Avant de procéder à la présentation de notre thématique et de nos intervenants et intervenantes, je vais procéder à quelques détails techniques. Donc, nous sommes en mode rencontre virtuelle qui permet une meilleure interaction entre les participants et participantes. Il faut garder son micro fermé pendant les interventions afin d'éviter des bruits de fond et de permettre une meilleure audibilité des intervenants. Quand on arrive à la période de questions et de discussion, vous pouvez utiliser le chat pour indiquer vos questions. Mais si vous aimeriez prendre la parole, vous pouvez utiliser l'icône lever la main. Je pense que c'est normalement, c'est dans la liste de participants à côté de votre nom ou bien dans les réactions, sauf que ici, oui, je pense que ça marche ici aussi avec l'icône réagir. Donc, sur ça, je vous présente un bilan de notre thématique. Les interventions des panélistes porteront sur l'évolution générale des politiques d'immigration au Canada et au Québec, les modifications récentes dans le programme pour les travailleuses et travailleurs migrants et les étudiantes et étudiants internationaux et leurs retombées, ainsi que l'annonce la semaine passée des seuils d'immigration du côté du gouvernement fédéral et aussi les modifications récentes relatives à la demande d'asile et du regroupement familial et leurs retombées. Je vais vous présenter nos deux panélistes avant de passer la parole à eux. Notre premier panéliste est Cho Ki-yoon, militant bénévole et membre du conseil d'administration au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants à Montréal. Non, pas à Montréal, à Gatineau. Il est également professeur adjoint à l'École de communication sociale de l'Université Saint-Paul. L'intervention de Cholki sera suivie par une présentation de la part de Camille Bonenfant-Martin, qui travaille comme organisatrice communautaire et co-coordinatrice de la Clinique pour la justice migrante à Montréal depuis sa création. Elle s'implique aussi depuis plus de 10 ans dans les réseaux de soutien aux personnes migrantes. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à vous, Cholki. Merci Marisa. Moi, c'est Chul Ki-yoon et je vais commencer mon intervention avec le partage d'écran. Comme vous voyez ici, je vais parler de l'évolution des politiques d'immigration et modifications récentes dans la politique d'immigration. Surtout, dans la première section, je vais parler de l'évolution générale depuis des décennies au Canada et au Québec. Et ensuite, je vais entrer un peu plus en détail sur les modifications récentes, mais pas tous les éléments très détaillés. Alors, pour un aperçu historique, pour bien comprendre, bien situer la politique d'immigration qu'on constate ces jours-ci, ça c'est une image, ça c'est l'histoire du Canada, vous voyez, et l'arrivée des Autochtones il y a 40 000 ans à peu près, et leur afflux a été accentué à peu près il y a 10 000 ans. Par rapport à cette longue histoire, l'arrivée des Européennes, ça c'est plus récent. Ça c'est depuis surtout le 16e siècle. Évidemment, avant, il y avait quelques arrivées, mais c'était plutôt temporaire. Ensuite, l'immigration permanente des personnes d'origine européenne a commencé à cette époque, au 16e siècle. Ça c'est beaucoup plus tard dans l'histoire de ce territoire. Et ensuite, diversification de l'immigration, ça c'est depuis le milieu du XXe siècle. Donc, la diversification qu'on connaît maintenant, ça c'est avec l'instauration du système de pointage en 1960
2007. Avant l'immigration, les candidats d'immigration ont été sélectionnés basés sur leur origine. Donc, c'était tout à fait, donc, explicitement raciste. Et ce système a cédé la place au système de pointage. Et en ce qui concerne des personnes avec un statut temporaire, donc surtout pour les travailleurs et travailleuses migrants, donc avec un statut temporaire, ça c'est plus récent, mais similaire. Donc d'abord parce que le premier programme de travail agricole a commencé en 1966 à partir d'une entente bilatérale entre le Canada et le Jamaïque. Et ensuite, ce programme a été élargi donc, pour mettre en place un programme d'autorisation d'emploi des non-immigrants, donc en 1973, donc, qui est la forme de programme de travail temporaire. Et programme des aides familiaux résidents a été commencé en 1992. Et c'est surtout avec la mise en place du projet pilote pour les travailleurs peu spécialisés que le nombre de personnes migrantes, donc travailleurs migrants, a, été augmenté. Donc, le projet pilote qui est finalement devenu un programme permanent. Donc, pour montrer l'évolution générale, donc j'ai apporté quelques chiffres. D'abord, les résidences permanentes annuellement délivrées au Canada depuis 1988. Donc, à part l'impact de la COVID, on peut voir l'augmentation générale. Donc, surtout qu'on peut constater ici, ça c'est la proportion. Donc, l'immigration économique a augmenté plus rapidement que les autres. Donc, cela veut dire dans l'ensemble de l'immigration, la part des regroupements familiaux, l'admission des réfugiés a été beaucoup plus limitée. Donc, dans ce contexte, et la tendance est similaire au Québec, comme vous voyez ici. Et ensuite, donc un permis d'études et de travail délivré au Canada et au Québec et ensuite par rapport aux résidences permanentes. Comme vous voyez ici, donc ça c'est permis d'études ou permis de travail délivré au Canada, ça c'est au Québec, et ensuite résidence permanente au Canada, au Québec. Comme vous voyez ici, donc il y a un écart. Donc, présence des personnes avec un statut temporaire a explosé donc, au cours des dernières années. Donc, en effet, donc, jusqu'à 2008, hein, donc, les personnes qui entrent avec la résidence permanente étaient plus grands que le nombre de permis d'études ou un permis de travail délivré par année. C'est à partir de 2008 que la tendance a été inversée. Donc, et depuis, l'écart a été accru. Donc, et ça, c'est plus important au Québec surtout. Et ensuite, plus précisément, permis d'études et de travail annuellement délivré au Canada. Comme vous voyez ici, donc il y a quatre catégories générales. Donc ici, étudiants internationaux, donc avec un permis d'études. Et pour le permis de travail, donc on peut distinguer généralement donc trois catégories. D'abord, travail étranger, programme de travail étranger temporaire, dit PTET, et ensuite programme de mobilité internationale. Donc on dit PMI, mais aussi humanitaire. Donc cela veut dire ici, ce sont les personnes, les demandeurs d'asile qui ont obtenu un permis de travail pour continuer leur travail. Et, il y a une croissance importante des étudiants internationaux, et, mais mobilité internationale, ça c'est en effet plus grand que travail étranger temporaire. Ensuite, la tendance est pareille, mais ce qui est intéressant, comparé au Canada, donc la part des PTET, donc Programme de travail étranger temporaire, est relativement plus important au Québec. Ça, c'est un élément à analyser. D'abord, ça, c'est une autre statistique titulaire de permis d'études et de travail en date du 31 décembre du Canada, donc au Canada, donc ce qui est largement utilisé par le gouvernement. Mais ici, dans ces statistiques, les personnes qui participent au programme agricole saisonnier ne sont pas inclus parce que donc, ces personnes doivent quitter le Canada avant le 15 décembre. Donc, ça, c'est le chiffre pour le Québec. Et ensuite, un autre élément, donc la transition du statut de résident temporaire au statut de résident permanent au Canada.
parce que donc, le gouvernement du Canada et aussi le Québec soulignent davantage le fait que le système d'immigration permanent est de plus en plus basé sur l'immigration à deux étapes. D'abord, l'entrée avec un statut temporaire et ensuite avec un statut permanent. Donc, mais comme vous voyez ici, ça fonctionne quand même pour le programme de mobilité internationale. Les étudiants de peu, mais programme de travail étranger temporaire, surtout à bas salaire et volet agricole, agricole saisonnier, l'accès à la résidence permanente, donc la transition vers un statut permanent, ça c'est pratiquement impossible. Aussi au Québec, ça c'est plus difficile. Donc, ça c'est une demande d'asile reçue au Canada et au Québec et réfugié reconnu au Canada et au Québec. Comme vous voyez ici, ça c'est une réfugié installé et personne protégée au Canada et ensuite demande reçue au Canada et réfugié et personne protégée au Canada mais installée au Québec et demande d'asile reçue au Québec. Donc, au cours des dernières années, donc évidemment, donc il y avait une augmentation du nombre de demandes d'asile et surtout le Québec était a haussé la voix pour selon eux, ce problème, selon eux. Donc, mais ce qu'on constate ici, donc les personnes admises au Québec, c'est très, très limité. Donc, malgré la croissance importante des demandeurs d'asile au Canada, c'est plutôt le reste du Canada qui a assumé ces personnes comme réfugiés. Ça, c'est un autre élément. Et ensuite, pour comprendre la place du Québec, mais comme on le sait très bien, au Québec, la compétence l'immigration, la compétence en ce qui concerne la matière d'immigration, ça, c'est une compétence partagée. Mais cela a été déjà affirmé lors de l'acte de confédération. Déjà là, l'immigration est compétence partagée entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de chaque province, mais ça, c'est le gouvernement du Québec qui exerce réellement cette compétence sur son territoire. Et pour se demander la place du Québec, non seulement sur la compétence juridique, mais voir réellement le Québec a joué quel rôle dans ce domaine, parce que récemment, le Québec a dit souvent, ah, ça c'est le problème en provenance de l'initiative du Canada. Donc, mais on va voir avec certains chiffres. La responsabilité du gouvernement du Québec, ça s'est permis de travail délivré dans le programme des travail étrangers temporaires. Surtout parce que pour le traitement de EIMT, avec la délivrance du CAQ, c'est vraiment un programme co-géré par le Québec et le Canada. Donc, le nombre était très élevé. Donc, euh, Juste après l'Ontario, donc au Québec, PTT. Mais si on compare la croissance du nombre de permis de travail délivrés dans le programme de travail étranger temporaire de 2015-2022, ça c'est moyen au Canada et Colombie-Britannique, mais la croissance est beaucoup plus importante au Québec, alors que ce programme est sous le contrôle du Québec aussi. Donc, c'est Pourquoi? Donc, parce que le gouvernement du Québec était très actif pour promouvoir ce programme et aider les employeurs de recruter des travailleurs étrangers temporaires. Donc, on constate ici la responsable du gouvernement du Québec. Et ensuite, avec un autre chiffre, on peut voir le changement important. À la suite de modification de programme de l'expérience québécoise, on peut voir la chute importante de l'immigration permanente, surtout pour les travailleurs. Pour les diplômés, il y avait un changement. L'expérience de travail avant d'obtenir le PQ, le CSQ a été abolie, mais il n'y a pas de changement pour les travailleurs. Avec un petit changement dans son programme, le sort des personnes migrants a changé radicalement.
Donc, pour résumer, d'abord, l'immigration, le système d'immigration est de plus en plus axé sur les besoins économiques, plus précisément. Donc, on peut voir une augmentation de la part de l'immigration économique, au détriment des autres catégories d'immigration. Et aussi, on voit une création et expansion des programmes d'immigration temporaire, surtout dans le domaine du travail. Et dans ce contexte, il y a une précarisation accentuée en termes de nombre de personnes affectées, parce qu'il y a plus de personnes qui sont affectées par cette précarité, mais aussi en termes de l'intensité, avec toutes les contraintes associées à chaque statut et chaque programme. Et on a aussi vérifié, confirmé, il y a une place importante dans la mise en place de ce programme discriminatoire, de ces programmes discriminatoires. Donc, pour les modifications récentes, je vais vous montrer quelques éléments très brièvement. Donc, d'abord, le traitement de IMT. Il y a une suspension pour la région administrative du Québec, de Montréal. Euh, Avant, il n'y avait pas de restrictions régionales. Et aussi, ça c'est seulement 6 mois, mais avec l'arrêt des zones métropolitaines de recensement où le taux de chômage est de 6% ou plus. Donc, la région de Montréal est inclue ici. Donc, au Québec, actuellement, il y a 3 régions affectées. Donc, il n'y aura plus de traitement de EIMT. Donc, l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, ça, c'est impossible d'obtenir un permis de travail dans le programme de travail étranger temporaire pour les postes à bas salaire dans ces régions. Et ensuite, limite d'embauche à chaque établissement. Donc, jusqu'à l'an dernier, donc jusqu'à récemment, c'était 5% pour la majorité des secteurs. Mais en effet, cela était 10%, donc, mais augmenté à 20% en 2020-2021, donc c'était pendant la COVID. Donc, il y a un retour à 10% pour la majorité des secteurs. Et durée maximale de l'emploi pour le poste à bas salaire, donc un changement radical de 12 ans à une seule année. Donc, ça, c'est les modifications pour le programme d'étrangers temporaires. Et pour les étudiants internationaux, donc il y a un nombre de permis de travail est plafonné depuis cette année. Donc, surtout, donc, cette année, il y a une réduction du nombre de permis d'études. Donc, c'est une réduction de 35% par rapport à 2023. Et le gouvernement a annoncé encore une fois une autre réduction pour 2025. Ça, c'est réduction de 10% par rapport à 2024. Et ce niveau sera maintenu pour le 2026. Donc, déjà, réduction de 35%, ensuite 10% supplémentaire. Donc, une réduction, une diminution de nombre important et programme de mobilité internationale. Donc, ça, c'est plus compliqué. D'abord, admissibilité pour le permis de travail ouvert pour les époux, conjoints des travailleurs étrangers temporaires. Donc, avant le changement, les travailleurs étrangers temporaires, les conjoints des travailleurs étrangers temporaires dans le programme des travailleurs étrangers temporaires de volets au salaire ou dans d'autres volets, mais qui occupent un emploi qualifié. Donc, dans ce cas-ci, leur conjoint pouvait obtenir un permis de travail ouvert. Mais avec le changement récent, donc un changement qui va venir bientôt, seulement ce permis pour le conjoint sera limité au un travail étranger temporaire hautement qualifié ou spécialisé, donc dans un certain métier très limité ou des secteurs marqués par la pénurie de main-d'œuvre, comme santé ou construction. Et l'annonce détaillée sera faite au cours des prochains mois et prochaines semaines. Et aussi, pour le permis ouvert pour les conjoints des étudiants internationaux. Donc, avant, c'était ouvert, mais depuis février, ça c'est seulement pour les étudiants des cycles supérieurs, mais il y aura une autre annonce d'ici quelques mois pour limiter ce permis seulement pour les étudiants au doctorat ou certains programmes de maîtrise. Donc, ça serait radicalement limité.
et accès au permis de travail post-diplôme. Donc, les étudiants de tous les niveaux post-secondaires ont été admissibles sous certaines conditions et sans exigence linguistique. Mais depuis février, les diplômés des programmes faisant partie de l'accord d'utilisation des programmes d'études ne sont plus admissibles à un permis de travail post-diplôme, donc beaucoup de niveau collégial. Et ensuite, depuis novembre, exigence linguistique est introduite. Niveau 7 pour les diplômés universitaires, niveau 5 pour les diplômés collégiaux. Et plus tard, donc, il y aura une autre annonce pour limiter davantage, donc seulement les étudiants au doctorat ou certains programmes de maîtrise. Donc, accès au permis post-diplôme sera radicalement limité. Et ensuite, plus récemment, donc, il y avait une série d'immigrations annoncées, donc immigration permanente. Donc, déjà, une annonce antérieure, c'était une gel de l'augmentation du nombre de l'immigration permanente, mais récemment, donc, le nombre a été beaucoup plus limité. Donc, comme vous voyez ici, 2025, 26, 2027. Donc, par rapport à l'annonce précédente, ça c'est une diminution de 21% et 26, pour l'année 2026, ça c'est une diminution de 24%. Ça, c'est vraiment une diminution radicale. Pour résumer les retombées de ces changements, donc évidemment, il y aura une précarité accentuée. Donc pour les travailleurs étrangers temporaires, surtout, ça serait difficile d'obtenir un nouveau permis de travail. Donc surtout donc, avec toutes ces mesures restrictives, mais parmi d'autres, avec la diminution de la validité de 2 ans à 1 an, pour obtenir un nouveau permis de travail, on a besoin au moins 5 mois ces jours-ci. Ça veut dire les nouveaux arrivants, nouveaux travailleurs étrangers temporaires, pour obtenir un nouveau permis de travail. Donc, il faut commencer la démarche juste 2, 3 mois après leur arrivée, ce qui est pratiquement impossible. Donc, qui va augmenter la précarité de ces personnes et leur dépendance vis-à-vis de leurs employeurs. Et pour les étudiants internationaux aussi, donc ça serait difficile d'obtenir un permis de travail après leurs études, évidemment pour obtenir un permis pour le conjoint-conjoint et accès à la résidence permanente sera plus difficile. Donc, et dans l'ensemble, ça c'est une modification radicale et mise en place dans un très court délai, alors que l'immigration est un projet de vie pour la majorité des personnes. Et ça c'est un processus étalé sur des années d'efforts, de 10 ans, 20 ans d'efforts. Mais avec tous ces changements radicaux annoncés et entrés en vigueur tout de suite, ça va briser leurs rêves et leurs projets de vie, quoi. C'est ce que je voulais partager avec vous et je vais laisser la parole à Camille pour la suite. Bonjour, je me rends compte que j'ai pas mon bon nom. Je suis encore avec ton nom, Chalky. Voilà. Je vais vous partager mon écran. Beaucoup de choses que tu as dit, Chalky, c'est sûr que ça recoupe beaucoup certaines choses. Je vais essayer d'être le plus... juste un instant. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui? Parfait. Je crois que oui. Alors, comme tu viens de le dire, Chalky, l'accès à la résidence permanente et aussi les recours permettant d'obtenir la résidence permanente se restreignent toujours de plus en plus. Les annonces récentes du gouvernement fédéral qui ont été faites jeudi dernier, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais bon, vous le savez, il y a prévu que 40% des émissions globales de résidence permanente en 2025 seraient des étudiants et des travailleurs qui se trouvent déjà au Canada. Évidemment, le plan prévoit la diminution du nombre total d'admissions de résidents permanents, on vient de le voir. Les cibles soutenues des réfugiés pris en charge par le gouvernement qui tient, oui, c'est ça, au niveau de la catégorie des réfugiés et des personnes protégées réinstallées, ça représente 15% de l'ensemble des admissions de résidence permanente. Je l'ai mis parce que je trouvais ça intéressant. Souvent, on entend beaucoup, on a l'impression que ça prend une large partie des personnes admises en résidence permanente, quand c'est quand même pas le cas. On parle de quand même 15% seulement. Et quelque chose qui est assez
qui est le plus, pour nous, parlant à la Clinique pour la justice migrante, c'est qu'on parle d'un total de 21 000 admissions qui vont être accordées dans le cadre d'octroyer la résidence permanente pour des motifs d'ordre humanitaire. Et ça, c'est sur 3 ans. Donc, c'est très, très, très peu. Et c'est quand même une bonne différence. Je vous ai mis quelque chose un peu en lien avec ce que le Conseil canadien des réfugiés a sorti à la suite des annonces de jeudi. Donc, il y a énormément de coûts pour les personnes protégées ainsi que les personnes, leurs dépendants, donc leurs familles qui sont restées à l'étranger. Et lorsqu'on voit la réduction globale des seuils d'immigration à 21%, la catégorie des réfugiés au Canada et de leurs familles qui sont à l'étranger, donc des personnes qui ont été inscrites dans la demande d'asile mais qui ne sont pas sur le territoire canadien. Et une fois que la personne est reconnue comme une personne protégée, une personne réfugiée, il y a une possibilité que les membres de la famille qui étaient dans la demande d'asile puissent venir s'installer au Canada. Alors, on voit aussi que c'est quand même une réduction qui est quand même énorme. On parle de 31%. Et là, évidemment, ce que je vous montrais, c'est au niveau aussi dans la citation du CCR, il y a un arriéré, évidemment, des dossiers, des demandes dans cette catégorie-là qui est très, très important. Donc, évidemment, là, je ne pourrais pas vous dire le calcul, mais avec l'arriérage des dossiers dans ces catégories-là, ben, ça va faire que le temps va être encore plus long pour les personnes pour être capables de pouvoir arriver au Canada. Alors, ça, je vous ai rajouté ça. Les 2 premières slides que vous venez de voir, je les ai rajoutées vraiment à la suite des annonces. Ce que j'ai dans ma présentation, c'est beaucoup des choses aussi qui ont été faites dans les dernières années. Au départ, dans ce que je dis aussi, c'est les recours menant à la résidence permanente. Ces recours-là sont de plus en plus difficiles à exercer pour plein de raisons, puis de plein de façons possibles. C'est des petites modifications qui restent et qui finissent par avoir quand même un impact assez important. Donc, en 2012, c'était le gouvernement Harper a mis une mesure d'une attente de 12 mois après le processus de demande d'asile pour soumettre une demande humanitaire ou un examen des risques avant renvoi. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que la personne faisait une demande d'asile, qu'elle était refusée, jusqu'à sa dernière décision négative, si je peux dire, donc au niveau de la SPR, c'est la section de la protection des réfugiés, la SAR, c'est l'appel, la section d'appel, et par la suite, la personne peut aussi aller à la Cour fédérale, mais à la suite de ça, avant, les personnes pouvaient soumettre une demande humanitaire ou un examen des risques avant renvoi. Depuis 2012, les personnes doivent attendre 12 mois avant de le faire. Donc, ça signifie que pendant 12 mois, ils sont un peu in limbo, si je peux dire, et ça fait qu'ils ne peuvent pas soumettre une demande humanitaire. Il faut savoir que la demande humanitaire, ça ne sursoit pas à un renvoi. Par contre, ça peut être une façon d'obtenir la résidence permanente et les délais sont très longs. Donc, c'est malheureux que les personnes ne puissent pas en faire la demande tout de suite après le refus le plus récent dans leur dossier de demande d'asile. Sauf, comme je l'ai marqué et comme je l'ai mentionné, l'intérêt supérieur de l'enfant ou des enjeux de santé. Donc, si on a une famille, par contre, et qu'il y a des enfants en jeu, ben, donc, on peut soumettre une demande humanitaire. Mais pour une personne seule, c'est pas possible. Au niveau des enjeux de santé, ça se faut vraiment qu'on parle d'un enjeu de santé qui est vraiment majeur. On ne parle pas juste, par exemple, d'un diabète. Puis pour les examens des risques avant renvoi, je vais pas en parler trop quand même, mais ça aussi, c'est une possibilité, en fait, ça le dit, hein, ça le dit, l'examen des risques avant renvoi. Donc, pour faire cet examen-là, il faut que l'Agence des services frontaliers, en fait, propose à la personne de soumettre un examen des risques avant renvoi. Et l'idée, c'est vraiment d'être capable d'amener des nouvelles preuves, être capable de démontrer, en fait, qu'il y a vraiment des risques pour la personne ne puisse pas quitter le Canada. Et malheureusement, encore là, il faut attendre 12 mois. Donc, ça peut placer les gens dans une plus grande précarité. Puis en fait, c'est ce qu'on voit, en fait, c'est que ça crée des espèces de trous dans le système, si je peux dire, des cracks. Certaines personnes y tombent et ça crée davantage pour eux de vulnérabilité, de précarité. Puis souvent, en fait, c'est de ne pas avoir accès aux recours, en fait, de ne pas pouvoir faire les recours. Parce que, par exemple, si dans ces 12 mois-là, l'Agence des services frontaliers commence à faire une mesure de renvoi à une personne, il dit, bon, vous devez partir, est-ce que vous avez vos documents de voyage et tout ça? Bien, si c'est fait dans les 12 mois, la personne ne pourra pas déposer un examen des risques avant renvoi qui sursoit le renvoi normalement. Donc, ça place les gens, certaines personnes, dans des situations vraiment où, malheureusement, ils ne peuvent pas avoir accès à tous les recours qui sont possibles au Canada.
Depuis 2019, il y a des irrecevabilités des demandes d'asile pour les personnes qui ont déjà demandé l'asile aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il faut dire que dans la majorité des cas, c'est beaucoup les personnes qui ont fait une demande d'asile aux États-Unis qu'on voit le plus, évidemment. Donc, ce que ça crée, c'est que ça fait des personnes qui ne sont pas admissibles à faire une demande d'asile. Ce qui leur reste, c'est de faire un examen des risques avant renvoi au départ, donc en tout début de procédure. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais disons que c'est au niveau c'est pas toujours la même. Il n'y a peut-être pas assez de. Contrairement à une demande d'asile, au niveau de l'équité procédurale, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est un peu plus faible. Et depuis mars 2023, bien, ça, vous en avez sûrement entendu parler, il y a eu l'élargissement de l'entente des tiers pays sûrs. Donc, rapidement, pour ce qui est de ça, en fait, c'est que ce que ça fait, c'est que maintenant, l'entente, elle s'applique sur toute la frontière canadienne. Donc, peu importe où les gens passent, en fait, avant, les gens passaient à Roxham Road, et parce qu'en fait, c'était comme un point irrégulier, mais qui s'était comme un peu organisé. Et donc, c'était possible en arrivant par un point qui était irrégulier, donc qui n'était pas un point d'entrée à la frontière, par exemple, la colle, par exemple. Bien, de cette façon-là, puisque c'était un point irrégulier, ils pouvaient demander l'asile. Maintenant, l'élargissement de l'entente, ça fait que c'est sur toute la frontière, donc peu importe, les personnes qui arrivent et veulent déposer une demande d'asile seront retournées. Donc, ce qui se passe, comme vous voyez, applicable jusqu'à 14 jours sur le territoire, c'est que ce qui se passe, c'est que les gens arrivent, traversent la frontière et restent sur le territoire ils doivent rester sur le territoire pendant au moins 14 jours sans comme se faire attraper par l'Agence des services frontaliers. Et aussi, ils doivent prouver qu'ils sont là pendant 14 jours. Par la suite, ils ont le droit de déposer une demande d'asile qu'on appelle inland, donc à l'intérieur du Canada, à travers le portail d'IRCC. Et donc, ce que nous, on dit souvent aux personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, c'est vraiment de comptabiliser des preuves, en fait, pour démontrer que ça fait bel et bien 14 jours qu'ils sont sur le territoire. Donc, par exemple, des photos, des factures, comme quoi ils ont acheté des choses, pour prouver, en fait, que ça fait bien 14 jours qu'ils sont sur le territoire. À partir de ce moment-là, ils vont pouvoir déposer une demande d'asile. Avant, c'est pas possible. Sauf, et là, je vous ai mis brièvement les exceptions, je ne vais pas en parler trop. Si, par exemple, ce sont des mineurs non accompagnés, évidemment, des personnes qui ont déjà des documents. Et pour beaucoup qu'on peut voir à Montréal, en fait, c'est pour des personnes qui ont des membres de la famille sur le territoire, qui sont soit citoyens résidents permanents, mais aussi, c'est possible que ce soit des personnes qui sont eux-mêmes en demande d'asile. Donc, l'important dans ce cas-ci, c'est que, par exemple, une personne arrive et dit, ben, j'ai mon conjoint qui est déjà arrivé au Canada et qui fait une demande d'asile. Si la personne arrive et demande ça, elle va rentrer dans les exceptions. Donc, elle va pouvoir rentrer sur le territoire et faire elle-même une demande d'asile. Cependant, si c'est le cas d'un conjoint qui est en demande d'asile, la personne doit vraiment avoir son document du demandeur d'asile, ce qu'on appelle le fameux papier brun. Donc, il faut vraiment que la personne soit officiellement reconnue comme demandeur d'asile. OK? Une autre chose qui est quand même assez intéressante aussi, puis qu'on voit beaucoup, nous, à la clinique, c'est la perte de la résidence permanente. Donc, évidemment, quand on a la résidence permanente, c'est ça. En fait, ce que ça dit, c'est que c'est pas parce qu'on l'a qu'on est nécessairement à l'abri de la perdre. Et c'est depuis 2014. Donc, il y a une restriction au niveau du droit d'appel à la section d'appel d'immigration s'il y a une infraction qui est punie au Canada par un emprisonnement d'au moins 6 mois. Et avant, le changement, c'était 2 ans. Donc là, j'ai écrit exemple de Kevin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeune homme qui a été malheureusement et violemment déporté en Haïti il y a 3 semaines. C'était un jeune homme qui était arrivé au Canada. Il a été sous le système de la protection de la jeunesse. Mais bon, il a commis une infraction. En fait, il était là depuis qu'il avait l'âge de 3 ans. Et malheureusement, il a été mal conseillé, tout ça. Il n'a jamais fait sa citoyenneté. Donc, il n'avait que la résidence permanente. Il a été reconnu coupable d'actes criminels au Canada. Et comme il a fait de la prison pour ça, il a été puni pour ses actes qui ont été reconnus comme des actes criminels. Et par la suite, il a été déporté. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi, parfois, vous avez peut-être déjà entendu ça, la double peine, en fait. Donc, la personne paye une fois pour le crime qui a été commis et paye une seconde fois et assez sévèrement, avec malheureusement la perte de la résidence permanente et la possibilité, malheureusement, d'être renvoyé du Canada. Donc, avant, c'était 2 ans. Maintenant, c'est que 6 mois depuis 2014. Donc, ça prend en compte un éventail beaucoup plus large d'actes criminels.
Droit d'appel suivant l'émission d'une mesure de renvoi pour les personnes protégées. Bon, là, je continue. Alors, l'annulation des permis de travail et des permis d'études, ça aussi, à la clinique, on commence à en voir de plus en plus. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc, depuis 2024, lorsqu'une mesure de renvoi devient exécutoire pour une personne, les permis de travail et d'études sont annulés. Ce qu'on voit, c'est que c'était écrit comme ça dans la loi depuis 2002, mais il semblerait que c'était comme pas mis en pratique de cette façon-là. Donc, c'est pas nécessairement une annulation qui est automatique, mais il semblerait que lorsqu'il y a vraiment une mesure de renvoi, et quand je dis une mesure de renvoi, ça ne veut pas dire que la personne a une date de renvoi. C'est juste vraiment qu'il y a le processus de renvoi qui est entamé. La mesure devient exécutoire, elle n'a pas été encore exécutée. Mais bref, dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est que les personnes ont de la difficulté à renouveler leur permis de travail ou sont même annulées. Donc, ce qui se passe, comme je l'ai écrit, c'est que les personnes n'ont plus la possibilité de travailler, je pourrais dire, légalement. Et pour beaucoup, vont perdre leur emploi, vont être davantage précarisés. Et ce que ça fait, c'est que ça va priver un grand nombre de personnes d'avoir la stabilité financière nécessaire pour présenter une demande humanitaire ou même parfois pour demander un examen des risques envers renvoi. Et donc, pourquoi? Bien parce qu'en fait, les frais administratifs de la demande humanitaire sont assez élevés, mais c'est aussi qu'actuellement, c'est très difficile de trouver un avocat qui décide de travailler avec un mandat d'aide juridique pour faire les examens des risques en renvoi ainsi que les demandes humanitaires. Donc, ce que ça fait, en fait, l'idée, c'est que ça pousse les gens à partir volontairement le plus tôt possible et sans exercer tous les recours auxquels ils ont droit. Au niveau des personnes réfugiées, je voulais quand même noter aussi pour l'obtention de la résidence permanente, faire une distinction que les personnes protégées, en fait, ils n'ont pas la résidence permanente. Donc, une personne est en demande d'asile, fait une demande d'asile, est reconnue comme réfugiée, donc est reconnue comme une personne à protéger selon la Convention de Genève et tout. Et donc, à ce moment-là, la personne, c'est ça son statut. Elle n'a pas la résidence permanente. Elles doivent en faire la demande. Et donc, pour ceux et celles qui vivent au Québec, ils doivent faire une demande de CSQ, de certificat de sélection du Québec, et par la suite de résidence permanente. Et les personnes protégées sont actuellement confrontées à des délais de traitement excessifs pour l'obtention de la résidence permanente. Je regardais les délais de traitement là, sur le site d'IRCC en préparant mes slides. Puis pour ce qui est de octobre 2024, ça a été mis à jour, je pense, le 15 octobre. On parle de 41 mois d'attente. C'est très, très long. Et les personnes à charge des personnes protégées. Donc, c'est ce qu'on voyait tantôt quand on parlait des seuils. Hein, c'est le fait que, par exemple, une personne fait une demande d'asile, mais dans sa demande a mis des personnes de sa famille qui sont restées à l'étranger dans le pays d'origine. Les personnes sont reconnues réfugiées, sauf qu'elles n'ont pas le droit de venir rejoindre la personne qui est au Canada. Donc, pour les personnes à charge, c'est encore plus long. Donc, on parle de 53 mois pour venir rejoindre le membre de la famille ici au Canada et pouvoir bénéficier de la résidence permanente. Pendant ce temps-là, lorsque les personnes protégées n'ont pas la résidence permanente, ce que ça fait en termes d'accès aux services, bon, les personnes ont quand même droit à les allocations familiales lorsqu'ils sont évidemment les enfants ici. Par contre, ils n'ont pas le droit de se mettre sur la liste d'attente pour les HLM, par exemple. Ils n'y ont pas le droit. Et on voit aussi que pour les personnes, les jeunes qui voudraient s'inscrire au cégep, ou en tout cas les études post-secondaires, ce qu'on voit, c'est que même s'ils ont le CSQ, donc même s'ils ont le certificat de sélection du Québec et qu'ils sont reconnus comme personnes réfugiées et qu'ils sont en attente de leur résidence permanente, dans les faits, ce n'est qu'un truc administratif, là, mais qui prend excessivement beaucoup de mois. Mais pendant ce temps-là, malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions scolaires qui demandent un permis d'études en plus. Et donc, les personnes doivent évidemment faire une demande de permis d'études pour pouvoir étudier. Et non pas comme juste une personne qui a la résidence permanente et qui s'inscrit, qui paye les frais de scolarité normales et tout ça. Et comme je l'ai dit plus tôt aussi, lorsqu'on a, pour les personnes qui ont la résidence permanente et non pas la citoyenneté, eh bien, au niveau de la perte de cette résidence permanente-là, c'est toujours malheureusement possible, comme je vous l'ai expliqué là. Avec des peines d'emprisonnement s'il y a un délit criminel qui fait plus de 6 mois d'emprisonnement. Mais pour les personnes réfugiées, c'est encore plus restreint, encore plus sévère, si je peux dire. Donc, les personnes qui n'ont pas encore la résidence permanente, ils sont soumis à, je ne pourrais pas vous dire en termes de délai là, de mois d'emprisonnement, mais on n'est pas en train de parler de ce que l'agence des services frontaliers va parler de grande criminalité, mais on parle en termes de criminalité. Donc, par exemple, genre obstruction au travail d'un policier, par exemple, peut rentrer comme une offense criminelle
de base, et cette personne-là pourrait se voir enlever son statut de personne protégée. Voilà. La demande de résidence permanente pour considération humanitaire, je voulais vous en parler un petit peu plus. Donc, ça, c'est vraiment souvent ce qui va rester, ce qui reste après que tout a été fait, tout ce qui a été demandé. Si ça n'a pas marché, ce qui reste, c'est la résidence permanente pour considération humanitaire. C'est une demande qui est faite à l'intérieur du Canada. Il faut savoir que les demandes sont discrétionnaires. Comme je l'ai dit plus tôt, ça ne suspend pas l'exécution d'un renvoi. Donc, si une personne a une date de renvoi et qu'il y a une demande pendante, une demande humanitaire qui est en attente, en train d'être traitée, ça ne sursoit pas à son renvoi, malheureusement. C'est très difficile à faire sans assistance et c'est un service qui est mal couvert par l'aide juridique. Il faut noter aussi les frais de traitement qui sont assez importants. Donc, je pense avoir les frais de traitement les plus à jour. On parle de 635 $ pour un adulte, 175 $ par enfant. Puis, on rajoute aussi des frais de biométrie. Donc, c'est juste pour les frais administratifs de la demande, c'est quelque chose qui est assez onéreux et qu'il y a beaucoup de personnes, évidemment, qui vivent de la précarité financière, qui ont vraiment beaucoup de difficultés à payer les frais administratifs de la demande. Bon, ça, je vous l'ai nommé au niveau des 12 mois d'attente. Et le délai de traitement est très, très long. Donc, lorsque j'ai regardé le site web là, au niveau des traitements des demandes à IRCC, donc pour octobre, pour ce mois-ci, on est à 49 mois d'attente. C'est très, très long. Et durant ce temps-là, la personne n'a pas nécessairement de statut au Canada. Rapidement, réunification familiale et parrainage, ça aussi, on est avec malheureusement des délais qui sont très, très longs. C'est des seuils qui sont établis par le ministère de l'Immigration du Québec ainsi que du Canada. Et ça crée, les délais sont en fait, ça crée un arriérage de dossiers puisque les seuils sont assez bas. Et ça mène, évidemment, cet arriérage de dossiers crée évidemment un espèce de backlog qui se perpétue d'année en année et qui crée des délais de traitement qui sont excessifs. Encore là, ça ne sursoit pas un renvoi lorsqu'une mesure de renvoi est exécutoire. Bon, je vous ai donné un exemple d'un demandeur d'asile débouté, par exemple, qui aurait soumis une demande de parrainage par un conjoint citoyen. Bien, c'est pas parce qu'il y a une demande de parrainage qui est en traitement que la mesure de renvoi est suspendue. Et lorsque, par exemple, la personne est bel et bien déportée, en fait, la demande qui était faite au Canada, la demande de parrainage, elle est annulée et la demande doit être faite complètement à nouveau et ça va passer par les bureaux de visa à l'extérieur du Canada. Donc, c'est un autre processus complètement. Et je vais terminer ici parce que je pense que j'ai bien dépassé mon 10 minutes. Je voulais quand même avoir une petite slide sur l'accès à la justice parce que ça crée énormément de précarité migratoire. Le fait est qu'actuellement, il y a énormément de personnes qui cherchent un conseil légal, que ce soit un avocat ou un consultant en immigration. C'est très difficile. Et aussi, c'est très difficile d'avoir une représentation qui est de qualité, en fait. Et je ne l'ai pas mis là, dans mes petits points, mais il y aurait aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de fraude, en fait. Donc, les personnes pensent qu'ils ont accès à un service d'un consultant. En fin de compte, ça s'avère c'est pas une personne qui est consultante, qui ne fait pas partie du collège des consultants en immigration, ou par exemple, quelqu'un va dire, oui, je suis avocat, et par exemple, c'est pas un avocat, c'est un consultant. Évidemment, tout ce qui est les cas complexes, urgents, des gens avec des grandes vulnérabilités, par exemple, des personnes avec des problèmes de santé mentale, par exemple, sont souvent délaissés. Ce n'est pas les cas qui sont pris. Et oui, évidemment aussi, les tarifs de l'aide juridique sont très, très bas. Donc, ce que ça fait, c'est que peu de gens qui prennent des mandats d'aide juridique pour soutenir légalement ces personnes-là. Et les pratiques privées sont exorbitantes. Actuellement, je pense que c'est plus de 5 000 $ pour une demande humanitaire. Et là, on parle juste vraiment du service légal. On rajoute par la suite les frais administratifs dont je vous ai parlé. Et que malheureusement, actuellement, il y a très peu de personnes. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait une espèce de cercle vicieux de référencement où les gens sont amenés à se dire, vous pouvez essayer cette liste-là, vous pouvez essayer cette liste d'avocats-là, et ça tourne. Et les gens se retrouvent sans représentation légale quand ça pourrait faire toute la différence dans leur processus migratoire puis l'accès à la résidence permanente. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Camille, d'avoir mis en évidence la baisse importante dans les engagements humanitaires du Canada, bien sûr par le biais des coupures importantes annoncées la semaine passée. On est avec les seuils, mais également à force des changements des politiques dans les dernières années, à travers les années, y compris la fermeture, bien sûr, de la frontière canado-américaine aux demandeurs d'asile depuis l'élargissement de l'entente sur les tiers pays sûrs.
et aussi des politiques qui ont l'impact de précariser de plusieurs façons certaines personnes qui sont dans le processus de détermination du statut de réfugié. Ça éclaircit beaucoup. Et merci aussi, Chulki, pour le survol des tendances en politique d'immigration et du changement de cap dans les dernières 2 décennies qui nous mène à une augmentation énorme des statuts temporaires et précaires et qui se démarque dans le cas du Québec, particulièrement dans les dernières 5 ans et même dans les derniers 2-3 ans où on a vu une augmentation vraiment énorme. Juste avant de passer à la période d'échange et de questions, en fait, en lien avec la présentation de Chulki, quelque chose qu'il a mentionné, je me permets de partager un article, je vais le partager tout de suite dans un instant, un article produit par un autre organisme membre de la campagne québécoise pour la régularisation et la justice migrante, qui est l'Observatoire pour la justice migrante. C'est un article qui a été lancé la semaine passée qui raconte comment les programmes de main-d'œuvre temporaire pour les personnes occupant des postes dites peu qualifiés sont en fait la manifestation de la discrimination raciale dans notre système d'immigration une des manifestations, disons, suite à l'adoption du système de sélection selon les compétences, le système des points en 1967. Donc, je vais partager dans le chat le lien dans un instant. Avant de procéder à la période de questions, dans le cas duquel vous pouvez mettre des questions dans le chat ou lever de votre main virtuelle, je vais passer la parole à Chulki pour nous parler d'une semaine d'action qui s'en vient à grands pas, qui aura lieu entre le 2 et le 9 novembre. Vas-y, Chulki. Oui, merci Marissa. Donc, oui, donc à partir de ce samedi, de 2 novembre jusqu'au 9 novembre, donc il y aura une semaine d'action donc, organisée par la campagne québécoise pour la régularisation et la justice migrant. Donc, il y aura plusieurs actions à travers le Québec, surtout à Montréal. Donc, il y a une grande manif et atelier conférences et aussi à Rimouski, Bas-Saint-Laurent et Québec et aussi Gatineau, Outaouais. Donc pour les détails d'action, donc j'ai mis le lien de page d'événements Facebook qui résume tous les événements à travers le Québec et surtout le point culminant, ça serait une grande manif, un grand rassemblement à Montréal qui aura lieu ce samedi à 13h. C'est métro Rosemont, donc à partir de 13h, donc il y aura une grande manif. Donc toutes et tous sera bienvenue. Donc, euh, alors on espère que vous soyez là, donc en grand nombre, avec vos collègues, amis et familles. Et donc, j'ai partagé la page d'événements Facebook pour cet événement de ce samedi, mais aussi il y aura d'autres événements à travers le Québec. Vous pouvez consulter la page d'événements Facebook, mais aussi le site web. Mais pour le site web, la mise à jour est un peu plus lente que le Facebook. OK. Merci. Et, Vas-y, Camille. Oui, ben ça me fait juste penser que je pense que c'est dans la semaine d'action, mais comme je suis là, je voulais quand même aussi le dire. Nous, à la clinique, on organise avec nos collègues de la clinique Solutions Juste et aussi des collègues de Médecins du Monde, on va organiser une activité, ça va être le jeudi 7 novembre, donc c'est dans le cadre de la semaine d'action et ça va être en après-midi, c'est dans les locaux de la TCRI, donc on a décidé de le faire en personne et on va parler d'immigration humanitaire plus en détail. Donc vraiment, c'est important, même si des fois on se penche beaucoup dans la campagne de la régularisation aussi beaucoup sur, et c'est très important, sur toutes les modifications qu'il y a au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaires, par exemple, et du côté plus des détenteurs de permis de travail, permis d'études. Reste que vraiment, au niveau de l'immigration humanitaire, il y a quand même il y a énormément à dire aussi. Et donc, si vous êtes intéressés, venez y assister. Donc, voilà. C'est aussi dans le calendrier. Merci beaucoup. Donc, la période de questions et de discussion est ouverte. Encore une fois, je vous invite à lever la main, à inscrire vos questions ou vos commentaires dans le chat. Et un petit rappel par souci au temps, nous avons normalement prévu jusqu'à 13h15, donc il nous reste quand même un bon 25 minutes pour discuter. Peut-être je vais lancer la balle, vu que je ne vois pas encore des questions. C'est une question vraiment précise, donc je m'excuse
si c'est moins approprié, mais c'est quelque chose qui me dérange beaucoup depuis les nouvelles du renvoi de Kevin en lien avec le double punishment, le double pénalité, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je voulais savoir si le Canada a un moratoire sur les renvois vers Haïti. Pourquoi cette exception tellement inhumaine dans le cas du double pénalité? Ben, en fait, quand on est reconnu d'un acte criminel au Canada, si ça rentre dans la catégorie grande criminalité et que ça c'est passible de plus de 6 mois de prison. Donc, comme je disais dans ma présentation, avant 2014, c'était 2 ans. Maintenant, c'est 6 mois. Mais on peut perdre notre résidence permanente. Et c'est de cette façon-là qu'il l'a perdu. Et ce qui est plus malheureux dans cette histoire vraiment tragique, en fait, c'est que comme c'était un jeune de la DPJ, en fait, c'est qu'on se rend compte, c'est que durant tout son parcours, il est arrivé ici à 3 ans, on se rappelle. Il n'y a jamais personne qui lui a fait faire sa citoyenneté. Et ça, c'est vraiment épouvantable parce que s'il avait eu la citoyenneté, il n'aurait jamais été déporté à un pays qu'il ne connaît pas puis qu'il a quitté à l'âge de 3 ans. Donc, c'est un bébé. Là. Et il aurait pu rester ici. Nonobstant le fait qu'il a commis un acte criminel. Voilà. Merci, merci pour la réponse. Puis je me rappelle d'un cas semblable en Nouvelle-Écosse il y a quelques années. Aussi, un enfant qui était dans le système de protection des enfants et personne lui a dit de faire la demande de citoyenneté. C'est vraiment des lacunes dans nos systèmes qui produisent ce type de cas. Je vois que Carole a inscrit une question dans le chat. Les permis de travail par mobilité internationale sont-ils des permis ouverts ou fermés? Question intéressante. Je ne sais pas si Cholki, tu voudrais aborder. Oui, donc en fait, les sous-programmes de permis de travail ouvert, ça c'est très compliqué. Donc, parce que donc il y a un grand nombre de sous-programmes dans cette catégorie. Donc, on a vu que quelques programmes, mais il y a aussi d'autres programmes, donc y compris les programmes basés sur les ententes bilatérales et multilatérales, donc insérés comme un annexe de euh, en temps de libre-échange. Donc, les conditions sont très variées. Donc, généralement, donc, la majorité sont en permis ouvert, mais beaucoup avec un permis fermé. Donc, par exemple, un programme post-diplôme, non, non, un programme jeune professionnel, ça c'est fermé, mais aussi certains programmes qui sont censés ouverts ne sont pas vraiment ouverts parce que associés à un seul métier, etc. Donc, ça c'est très varié. Mais les sous-programmes que j'ai mentionnés dans ma diapo, donc avec post-diplôme et permis pour les conjoints-conjoints, ce sont les permis ouverts. Mais ce n'est pas le cas pour un grand nombre de programmes inclus dans cette catégorie. Merci beaucoup. J'espère que ça répond. Je vois pas d'autres questions, donc je vais me lancer pour un autre comme appel à la discussion. Je pense que tout le monde qui est ici s'intéresse aux enjeux migratoires, aux enjeux de la justice migrante. Il y a certaines participantes qui font déjà partie de la campagne québécoise, donc qui sont mobilisées. Mais je pense que la grande question en ce moment, avec tout le discours toxique qu'on observe à l'échelle québécoise et pan-canadienne depuis 1 an ou plus, et avec les coupures, le volte-face du gouvernement fédéral sur les seuils d'immigration, simplement, question, évidemment, il y a la question de comment faire face à tout ça, mais aussi, je voulais simplement demander à vous et peut-être d'autres personnes qui sont ici présentes de nous dire quelle est la réponse de votre organisation, comment est-ce que vous voyez ça, ouais, dans quelle réflexion vous êtes à ce sujet. Je vois ta main, Camille. Et puis Marie-Sophie. Est-ce qu'on prend la question de Marie-Sophie avant ou je me lance? Ah oui, est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une réponse à cette question, Marie-Sophie? C'est une question. Ah oui, donc vas-y, Marie-Sophie, puis peut-être on peut retourner après. Oui, merci beaucoup pour les deux présentations. Là, c'est vraiment instructif. Une question technique, c'est si on peut avoir accès au PowerPoint parce qu'il y a vraiment des chiffres vraiment intéressants. Puis aussi, suivant la semaine nationale, là, je me demandais
si ce serait pertinent parce qu'il y a plusieurs choses qu'on va explorer, notamment, tu sais, je sais qu'il y a un événement justement sur la crise du logement et est-ce que c'est vrai que c'est à cause de l'immigration? Donc, il y a plein de mythes qu'on défait pendant la semaine nationale. Puis je me demandais si dans l'optique de faire contrepoids, tu sais, on nous agite que là, le consensus s'est effrité sur l'immigration. Mais ça reste que je pense qu'il y a des milliers, sinon des millions de personnes qui adhèrent pas à ces discours-là, qui sont très réducteurs. Fait que je me demandais si on pouvait peut-être, à un niveau soit québécois ou pan-canadien, là, profiter du fait qu'on est en coalition pour avoir une déclaration, une version citoyenne de la campagne québécoise ou encore de la campagne pan-canadienne, où les gens pourraient signer et adhérer à un genre de déclaration qui rétablit un petit peu les faits. Pas pour ajouter de l'extra-travail, on en a déjà beaucoup, mais pour dire, ben, on n'adhère pas à ce discours-là anti-immigration, puis à cette instrumentalisation-là aussi des personnes migrantes. C'est comme si vous répondez à nos besoins de main-d'œuvre, OK, mais pas d'accès à la citoyenneté si votre peau est trop colorée ou vous êtes un peu, tu sais, il y a toute cette hiérarchie sociale-là là, aussi là, dans l'accès à la citoyenneté, là, puis la façon dont les programmes sont faits. Là. Je sais que l'Observatoire pour la justice migrante, il le montre vraiment bien dans l'article qu'on a cité, là, que c'est des gens dont on a besoin de la force de travail, mais on ne veut pas forcément leur donner accès à la résidence permanente puis à la citoyenneté. Fait que je me demandais si ça pourrait être intéressant là, d'avoir le pendant citoyen à ce qu'on fait comme les 50 quelques organisations réunies à la campagne québécoise pour dire, ben nous aussi, on demande la justice migrante puis la régularisation, puis l'abolition des permis de travail fermés, etc., l'accès à la résidence permanente. Merci, Marie-Sophie. Camille, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, oui. Plusieurs choses. Comment on répond? C'est quoi la réponse de la CGM? Comment on se positionne par rapport à ça? Bien, évidemment, on est vraiment dévasté là, des nouveaux seuils qui ont été mis en place. Ça touche directement les gens qui vont être représentés à la CGM. Donc, pour nous, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment malheureux. C'est quelque chose aussi qu'on avait envie d'explorer depuis une couple de mois. On regardait ça un peu, les avenues possibles au niveau des seuils, parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que en tout cas, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais tu sais, avec l'accord Québec-Canada, Chulky l'a dit tantôt, il y a le Québec émet des seuils, en fait, mais techniquement, ça devrait être des seuils qui selon l'article 7 ou 8, je pense qu'ils doivent être quand même liés avec la proportion de la population du Québec, entre autres, des choses comme ça. Mais c'est pas respecté, en fait. Les seuils sont très bas, puis le gouvernement fédéral accepte les seuils. Donc, ce qui se passe, c'est par exemple pour une personne qui est en attente de la résidence permanente, ben en fait, il peut avoir son CSQ, mais il va attendre super longtemps pour la résidence permanente parce que le Canada respecte les seuils qui sont très bas du gouvernement du Québec. Par exemple, je ne sais pas c'est quoi, là, je ne les ai pas en tête là, mais tu sais, par exemple, si c'est 5 000 puis que la personne, ben, elle vient après, ben, son dossier est mis sur la pile, puis c'est là qu'on crée cette espèce d'arriérage là, de dossier qui est vraiment, puis que ça crée des délais hyper longs. Fait que nous, on était déjà en réflexion à la CGM pour lancer quelque chose par rapport à ça. Puis là, depuis jeudi, ben, faut revoir un peu notre stratégie, à savoir, OK, ben, tu sais, comme le gouvernement fédéral vient vraiment de faire volte-face, comme tu l'as dit, Marissa, d'une façon qui est hyper violente. Fait comme, en tout cas, c'est sûr qu'on lâche pas, mais il y a quelque chose qu'on va peut-être je sais pas, revoir l'angle d'attaque ou je sais pas trop. Il y aurait quelque chose par rapport à ça, c'est sûr. Fait que, ça, je voulais quand même le nommer. Puis évidemment, on est toujours prêt à dénoncer en fait ces discours anti-immigration. Je sais que ça se fait beaucoup, tu sais, l'Observatoire, il va y avoir la Ligue puis le FRAPRU la semaine prochaine qui vont faire quelque chose par rapport spécifiquement à la crise du logement. Mais c'est vraiment important, tu sais, parce que genre, juste par exemple, quand je regardais ce qui est un peu médiatiquement, ce qui était sorti au niveau des seuils jeudi, ben dans la presse, ça dit, il y a un article de la presse qui dit le gouvernement a décidé de garder le cap. C'était ce que, là, il a changé, mais ce que ça disait, c'est que par avant, le gouvernement avait décidé de maintenir le cap en dépit de la crise du logement. Puis ça, c'est des phrases qui font vraiment mal, en fait, parce que c'est clairement de mettre ensemble des choses qui ne font pas de sens, mais on réitère ce discours-là continuellement dans des trucs comme ça qui sont hyper anodins, puis en fin de compte, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment, OK, c'est rendu vraiment accepté comme discours. Et ça, c'est vraiment très grave. Et je voulais quand même aussi dire que, tantôt, je voulais le dire, mais je trouve que c'est quand même parlant, tu sais, le taux d'acceptation des demandes d'asile, c'est 70%. C'est beaucoup, là. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin là, de pouvoir faire une demande d'asile au Canada. Là. On ne devrait pas restreindre ce droit-là. C'est quand même, je voulais quand même vous
vous donner cette statistique-là parce que je la trouve quand même assez parlante. J'ai mis dans le chat aussi la lettre du MRN, du Migrant Rights Networks. Il y a avec la pétition, ils sont juste en anglais, je pense, mais c'est vraiment ce que Marie-Sophie disait, là, s'il y a quelque chose qui peut se continuer. En tout cas, ça, c'est quand même une réponse qui est nationale, qui serait intéressante à faire signer dans vos organisations et tout ça. Ouais, je sais pas, je pourrais continuer longtemps, mais tu sais, comme c'est pas en même temps, c'est surprenant, puis en même temps, c'est pas si surprenant. Tu sais, je veux dire, le Canada, on est fondé sur, comme, il y a des politiques qui ont un fondement raciste à nos politiques d'immigration depuis le début. Tu sais, fait que c'est comme, c'est pas surprenant qu'on entende, qu'on soit devant des discours comme ça, qu'on ait Trudeau, il y a une couple de semaines, qui est en France, puis qui se sent exalté, puis qui dit qu'il faudrait créer des zones d'attente au Québec ou relocaliser les demandeurs d'asile dans d'autres provinces. Tu sais, ce sont des discours qui sont comme acceptés malheureusement, puis qui semblent être comme la nouvelle norme, mais c'est vraiment, ce sont toujours des discours qui ont un fondement raciste, en fait. Donc, voilà. Merci, merci Camille. Vas-y, Choti. Oui, donc pour la question de Marie-Sophie, donc d'abord, oui, donc je peux partager le mien sans problème. Probablement, oui, pour Camille, donc on pourrait partager ensemble ces diapos et aussi la vidéo de cet événement sera partagée d'ici quelques jours. Et en ce qui concerne la déclaration, oui, ça c'est une proposition intéressante à discuter. Donc jusqu'ici, on a signé plusieurs communiqués de presse communs, lettres ouvertes communes, mais tout le temps pour ces documents, donc il y a des limites pour la publication, contextualiser ce texte et telle ou telle date avec la longueur restreinte. Mais ce serait une bonne idée aussi d'avoir un document de base simple mais clair dans les propositions, dans la position commune de toutes les organisations engagées. Merci. Merci. Je vois qu'on a une main levée d'une deuxième Cholkiyun. Donc, allez-y, peut-être vous pouvez vous présenter si vous êtes à l'aise à le faire. Vous pouvez ouvrir votre microphone et poser votre question. Bonjour, c'est moi, Nina. Désolée. Je sais pas ce qui se passe. Désolée, je n'ai pas usurpé ton identité. Ok, c'est juste rapidement pour dire que tout c'est vraiment terrible. C'est cruel, à niveau émotionnel, c'est beaucoup trop. Mais aussi pour nous rappeler que notre action du 18 de décembre, ça va être vraiment importante par rapport de toutes ces choses que se viennent déjà mentionnées, de toutes ces mesures et tout. Je crois que c'est très, très, très important et même malgré tout, il faut qu'on continue de nous battre, principalement pour les personnes qui nous sont directement affectées. C'est pour ça que c'est très important le 2 de novembre et en même temps le 18, parce que l'idée c'est de faire voir l'importance de nous, les immigrants, ici sur le territoire. C'est juste ça. Merci beaucoup. Désolée. Non, merci beaucoup, Nina. En fait, est-ce que tu pourras parler un peu plus de ce qui est prévu pour le 18 décembre pour que les gens qui participent à l'événement à présent puissent en savoir plus? Ah oui. Le 18 décembre, c'est le Jour international de l'immigrant. C'est que nous, à partir de ce pays, l'idée c'est qu'on convoque pour une journée sans immigrants. Ça veut dire qu'on ne se présente pas au travail. Même s'il y avait des personnes qui ont travaillé cash, on ne se présente pas, mais il y avait des travailleurs qui sont syndicalisés par les droits. Mais nous, à l'intérieur de ce pays, on va finir les deux d'abord et on continue notre organisation pour les 18. L'idée, c'est de faire quelque chose de symbolique. On travaille là-dessus, on va voir. Mais l'idée, c'est qu'on ne se présente pas, les personnes qui sont syndicales, peut-être les travailleurs, peut-être ils peuvent faire quelque chose de symbolique. Et comme ça, on va montrer un jour de grève, mais l'impact économique,
c'est important que c'est ça l'idée de faire sentir l'impact économique parce que toutes ces politiques, comme déjà c'est vraiment bien, très, très expliqué par Cholkis, Marisa, tout le monde qui s'était engagé à faire ce travail-là, c'est clair que c'est raciste. Mais ils nous utilisent et après ils nous jettent. Mais aussi les champs de la migration, tout ça. Ça, c'est cruel, c'est inhumain. Mais en même temps, les seules choses que nous avons sur notre main, c'est de continuer à nous battre. Il est de faire sentir les 18 l'impact économique. Et avec ça, on peut pouvoir faire changer l'idéal, c'est changer des lois, des positions. C'est ça l'idée de les visionner, que si on était vraiment le 18, on réussit, mais c'est notre première année. On espère qu'on va adapter ça, on espère que ça va avoir vraiment un impact, mais l'idée c'est qu'on fait notre premier pas et l'invitation c'est pour que le 18, tout le monde peut venir arrêter, même si c'est dans un lieu de travail. On va essayer de faire quelque chose de symbolique, sur peut-être un selfie, quelque chose, mais les détails, on les va annoncer sur la page web aussi et dans notre prochaine rencontre. Merci. Parfait. Merci, Nina. Donc, on va s'attendre à plus d'informations de la part de cet ETI, mais on va marquer le 18 décembre dans nos calendriers. Est-ce que Cholki, c'est une nouvelle main? Oui. Oui, donc c'est justement compléter un peu d'informations sur ce que Lina a mentionné, donc le 18 décembre. Donc, c'était une proposition initialement lancée par Migrante Québec, hein, donc c'est une organisation d'origine à personnes à migrants et immigrants d'origine philippine. Et donc, surtout inspiré des Journées sans immigrants qui a été réalisée aux États-Unis 2 fois. Donc, ça, c'est plutôt une action symbolique. Donc, en effet, pour les personnes migrantes, ne pas aller au travail. Donc, ça, c'est très risqué. Donc, on ne peut pas faire une grève comme on voulait. Donc, dans ce cas-ci, on ajuste de manière différente. Donc, par exemple, on peut modifier l'horaire de travail pour être libéré ou en quelques heures pour cette date et ensuite faire une action symbolique. On est ici, donc on contribue à cette société, on a le droit. Et aussi, les étudiants internationaux peuvent le faire. Donc, dans le cas des États-Unis, beaucoup d'étudiants internationaux et d'origine immigrante ne sont pas allés à l'école à cette date avec la collaboration avec leurs parents et leurs enseignants. Donc, et aussi pour les autres milieux, donc pas nécessairement arrêter de travailler si ça c'est impossible, mais sortir pendant le temps de dîner et avec un petit piquet. Donc, on est ici, donc on appuie les personnes migrantes, donc, et on est avec nous dans cette société ensemble. Donc, des messages comme ça. Donc, les propositions plus détaillées seront diffusées au cours des prochaines semaines. Merci. Parfait. Merci beaucoup pour les ajouts. Et je vois que, oui, super. Merci Camille d'avoir partagé dans le chat plus d'infos sur l'événement qui s'en vient le 7 novembre. Ah, génial. Cool. Je vois pas d'autres mains ni d'autres questions et notre temps ensemble, c'est cool. Donc, je pense que je vais clore le webinaire. Merci infiniment à Camille et Cholki. Ah oui, vas-y, Donc, Cholki. il y a Carole. Ah, je m'excuse, je n'avais pas vu. Merci beaucoup. Vas-y, Carole. Ben, peut-être profiter du fait, puisqu'il n'y avait pas d'autres questions, pour faire un partage d'informations donc pour ce webinaire sur les conséquences donc des mesures de l'évolution là qui a été très bien présentée par Cholki et puis par Camille, les compléments importants. Je voulais revenir par rapport à la question des permis fermés donc attachés à un employeur et du fait que il n'y aura pas de renouvellement, tout a été expliqué. Puis la question des permis étudiants et donc les permis fermés concernent aussi des gens en mobilité internationale. Et d'après le réseau des droits des migrants,
qui est celui qui édite les lettres ouvertes qui vont circuler aussi par le biais de la campagne. Donc le réseau des droits des migrants estime que enfin, c'est environ 1,2 million de personnes non permanentes, c'est-à-dire de permis non permanents qui devraient expirer d'ici 2025. Donc c'est quand même des chiffres très importants et 1,1 million en 2026. Le gouvernement fédéral s'attendrait à ce qu'il y ait des départs de 500 000 personnes cette année et l'année prochaine. Et ils espèrent que la population des personnes non permanentes descendra de 2,9 millions en 2024 à 2 millions en 2027. Donc on voit, c'est des proportions importantes de gens qui se retrouvent avec des règles qui ont changé sans délai et qui se retrouvent complètement exposés à la précarité. Et on parle de centaines de milliers de personnes, quoi, de millions de personnes. Donc je voulais juste partager ça, quoi. Aussi comme enfant. Merci, Carole. Vas-y, Camille. Ben non, mais c'était juste pour juste faire rajouter sur ce que Carole a dit, c'est que c'est sûr que par la suite, ce qui va rester, ben, pour plusieurs personnes, ils vont essayer de rester au Canada en déposant une demande d'asile. Bon, il faut quand même c'est logiquement. Et pour certains qui sont admissibles, bon, je ne vais pas rentrer dans les admissibilités à la demande d'asile, mais genre, certains vont demander l'asile, d'autres personnes vont peut-être pas demander l'asile, feront des examens des risques avant l'envoi. Et aussi, ce qui restera, ben, c'est aussi la demande humanitaire au bout du compte. Donc, et comme je l'ai dit plus tôt, ben, les chiffres sont très, très bas pour les 3 prochaines années. Donc, les chiffres d'acceptation des dossiers. Donc, c'est ça. Il faut continuer. Comme l'a dit Nina, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Il faut être capable de poser un discours différent de ce qu'on entend avec des faits et puis continuer à faire du plaidoyer pour ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que les annonces de vendredi, tout ça, ça a mis quand même, ça a acheté quand même c'est une douche froide quand même aussi, sur tout ce qui a déjà été mis en place depuis aussi. Puis le fait que le programme de régularisation qu'on attendait depuis des années, ben, est non existant, là. Donc, voilà. Mais il ne faut pas lâcher. Mais je voulais quand même rajouter ça aussi, de se dire c'est comme des vases communicants, évidemment, que si les gens ont une capacité à renouveler un permis de travail ou un permis d'études, certaines personnes, c'est sûr, plusieurs en fait, vont se tourner vers la demande d'asile et par la suite, la demande humanitaire s'ils ne sont pas acceptés. Voilà. Effectivement, l'impact est énorme et j'inviterai les gens qui participent, évidemment, non seulement à voir comment vous pouvez participer aux événements de la semaine d'action, puis aussi le 18 décembre, mais si vous appartenez à une organisation qui n'est pas encore en lien avec la campagne québécoise pour la régularisation et la justice migrante, on essaie vraiment d'avoir une coalition intersectorielle très large. Et donc, n'hésitez pas à vous rendre en communication avec les organisateurs du webinaire. Donc, merci de votre participation. Merci pour les questions et la discussion. Merci encore à Chulki, à Camille. Et c'est ça, rappelez-vous de participer à la semaine d'action et rester en contact. Merci beaucoup et je vous souhaite sur ça une bonne journée.